Le vent de printemps soufflait doucement sur Séoul lorsque Clémence Dubois posa le pied sur le sol coréen. Rien dans son allure ne trahissait son statut. Une veste beige sans marque apparente, un jean clair légèrement froissé par les heures, deux vols des baskets blanches déjà un peu usées. Elle portait un sac à dos noir et un chignon flou comme seule coquetterie visible. Pourtant, sous cette apparence ordinaire se cachait l'héritière unique d'un empire de luxe, la fille du célèbre Alain Dubois, fondateur et PDG de la Maison Dubois, l'une des marques françaises les plus respectées dans le monde de la haute couture. Depuis l'enfance, Clémence avait été tenue à distance de l'entreprise. Son père, perfectionniste notoire, avait toujours considéré que l'héritage se méritait et non qu'il se transmettait. Elle avait étudié à l'étranger, vécu loin des projecteurs, souvent dans l'ombre des ambitions de son géniteur. Malgré ses efforts, elle n'avait jamais été invitée à participer aux décisions importantes. On lui disait qu'elle manquait de rigueur, qu'elle n'était pas encore prête. Alors Clémence avait appris à observer en silence, à comprendre les rouages de l'entreprise depuis la périphérie. Sa venue à Séoul n'avait été annoncée à personne. Officiellement, il s'agissait d'un voyage personnel. Officieusement, c'était une mission d'observation. La nouvelle boutique conceptuelle de la Maison Dubois, installée dans le quartier chic de Gangnam, représentait un tournant pour l'entreprise, une fusion de traditions françaises et d'esthétique coréenne, pensée pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante. Clémence voulait voir de ses propres yeux comment l'âme de la marque se traduisait à l'étranger. Elle arriva devant la boutique en fin de matinée, à une heure où l'agitation battait son plein. Derrière la grande façade de verre, des mannequins stylisés portaient les dernières pièces de la collection printemps-été. À l'intérieur, l'espace brillait de sobriété, marbre clair, bois foncé, éclairage doux. Tout était calibré, élégant, millimétré. Dès qu'elle franchit le seuil, Clémence sentit le regard des vendeurs glisser sur elle sans s'y arrêter. Aucun sourire d'accueil, aucun mot. Une femme à l'allure sophistiquée examinait une vitrine, pendant qu'un conseiller en costume l'accompagnait avec déférence. Plus loin, un autre employé arrangeait nerveusement des foulards en soie. Personne ne lui proposa de l'aide. Elle fit lentement le tour de la boutique, s'arrêtant devant une veste en lin brodé, une pièce qu'elle reconnaissait. Elle-même avait participé à la réunion de création des mois auparavant dans un studio parisien. Pourtant, à cet instant, elle n'était qu'une cliente anonyme de plus. Clémence se pencha pour examiner les coutures, évaluant la qualité du travail. Elle savait ce qu'elle cherchait, l'attention aux détails, la rigueur artisanale. Mais ce fut à cet instant qu'elle surprit un murmure en coréen, lancé par une vendeuse qui passa près d'elle sans la regarder. C'est toujours les mêmes qui viennent toucher sans jamais acheter. Clémence, qui parlait couramment la langue grâce à ses années passées à l'université Yonsei, sentit un picotement familier lui remonter la nuque. Elle se redressa sans broncher, puis s'approcha du comptoir central, espérant croiser un regard, provoquer une interaction. Au lieu de cela, un jeune homme manifestement responsable du service clientèle la contourna comme si elle n'existait pas, préférant se diriger vers un couple manifestement plus fortuné à ses yeux. Clémence, pourtant, resta calme. Elle connaissait ce genre de comportement. Ce qui la choquait, c'était de le voir ici, dans une boutique qui portait le nom de sa famille. Elle s'apprêtait à sortir lorsque le destin intervint. Un homme d'une cinquantaine d'années, au costume impeccable et au regard tranchant, sortit d'un bureau en verre au fond du magasin. Il la remarqua immédiatement, mais non pour l'accueillir. Il s'approcha d'elle, regarda son sac, ado avec dédain, et déclara d'une voix ferme « Mademoiselle, nous préférons que nos visiteurs ne touchent pas les pièces, si ce n'est pas pour acheter. Nous avons des clients très importants aujourd'hui. Merci de votre compréhension. » Clémence le fixa un moment, retenant une réponse cinglante. Son cœur battait plus fort. Elle inspira, sourit poliment et inclina légèrement la tête. Puis elle tourna les talons et sortit. Dans la rue, le bruit des voitures et des conversations s'entrelaçait avec le tumulte dans sa tête. Elle n'avait pas encore dit son nom. Elle n'avait pas encore révélé qui elle était, et contre toute attente, elle décida que ce n'était pas encore le moment. Elle voulait comprendre, observer, ressentir de l'intérieur ce que signifiait être invisible dans un monde bâti sur l'apparence. Ce voyage, qui devait être une simple visite, venait de prendre une tournure radicalement différente. Et pour la première fois depuis longtemps,
Clémence se sentit prête à entrer dans le cœur de l'entreprise. Non pas comme héritière, mais comme témoin. Et bientôt comme actrice. Le lendemain matin, Clémence retourna à la boutique avec la même discrétion. Elle portait cette fois un manteau beige plus long, une écharpe fine nouée à la parisienne et ses cheveux tirés en queue de cheval basse. Elle n'avait rien changé d'essentiel à son apparence, mais elle s'était promis d'observer plus attentivement, de ressentir chaque inflexion du comportement de l'équipe, chaque regard, chaque silence. Dès l'entrée, l'atmosphère lui sembla tendue, presque calculée. Les vendeurs semblaient agités, parlant bas entre eux, jetant des coups d'œil furtifs en direction du bureau du fond. Mais aucune tension ne changea le traitement qu'on lui réservait. Elle resta invisible. Elle s'approcha d'un portant en bois sombre où reposèrent des pièces de la collection Capsule coréenne, élaborées spécialement pour séduire la clientèle locale. Des chemises en soie brodée, des blazers revisités, des jupes structurées aux détails discrets. Elle effleurait à peine les tissus du bout des doigts, concentrée, quand une voix féminine se fit entendre derrière elle, sèche et mécanique. « Ce modèle n'est pas disponible dans votre taille. » Clémence se retourna lentement et croisa le regard d'une jeune vendeuse à la silhouette élégante, au maquillage irréprochable. Elle portait un badge avec le nom Minji. Clémence, sans répondre, observa la pièce en question. Une robe coupe-empire dont la taille unique conviendrait à une variété de silhouettes. Minji, pensant visiblement avoir le dernier mot, s'éloigna avec un sourire satisfait. Ce sourire, Clémence l'avait vu 1000 fois dans des dîners mondains, dans les couloirs glacés des écoles de commerce. Un mélange de supériorité et de suffisance. Elle resta dans la boutique près d'1 heure, écoutant, regardant, parfois feignant de s'intéresser à un accessoire. Plusieurs fois, elle tenta d'établir un contact visuel, mais en vain. Les vendeurs semblaient la contourner sciemment, réservant leur enthousiasme pour des clientes habillées de marques reconnaissables ou pour celles qui osaient exhiber leur statut à travers des gestes sûrs et des demandes précises. Alors, qu'elle s'approchait du comptoir où trônait une sélection de sacs à main, elle entendit clairement Minji murmurer en coréen à un collègue. « Elle est revenue, la touriste fauchée. Tu crois qu'elle espère qu'on lui offre un sac ?» Un rire étouffé lui répondit. Clémence ne bougea pas. Elle se contenta de fixer un sac structuré couleur ivoire, tout en se remémorant la réunion où ce modèle avait été validé par son père. Elle y avait assisté, silencieuse dans un coin, tandis que les directeurs marketing vantèrent la pertinence de la couleur pour le marché asiatique. Mais cette fois, quelque chose en elle bascula. Au moment où elle s'apprêtait à quitter la boutique, un homme s'interposa, grand, autoritaire, vêtu d'un costume gris foncé et d'une chemise bleu pâle. Il portait un badge discret. Park Jin-soo, directeur régional. Il n'adressa pas de sourire ni de formule de politesse. Il la fixa avec une moue contenue et déclara en coréen « Mademoiselle, vous semblez venir ici tous les jours. Si vous ne comptez rien acheter, je vous demanderai de ne pas perturber nos clients. Ce n'est pas un musée. » Son ton était tranchant, professionnel jusqu'à la froideur, sans la moindre place pour le doute ou la compassion. Clémence, droite, ne répondit pas. Elle croisa brièvement son regard, soutint l'offense, puis s'inclina légèrement, comme le voulait la coutume. Elle sortit, son cœur tambourinant dans sa poitrine, non pas de honte mais de colère maîtrisée. Elle marcha longtemps dans les rues de Séoul, entre les cafés au design épuré et les vitrines suréclairées, repensant à chaque mot, à chaque regard, à chaque soupir moqueur. Son statut, son nom, sa filiation, tout cela n'existait pas ici. Elle était une étrangère, une cliente jugée sans valeur, et cela lui offrait une position unique, celle de voir la vérité sans les filtres, de découvrir la façade sans l'effet de vitrine. Cette humiliation ne serait pas vaine. Elle décida de prolonger son séjour, pas en tant qu'héritière, pas en tant que Clémence Dubois, fille du PDG, mais en tant que témoin silencieuse. Elle allait rester, observer, apprendre. Et quand le moment viendrait, elle parlerait. Mais pas encore. La décision fut prise sans éclat, sans colère. Clémence, de retour dans sa chambre louée, s'était assise en tailleur sur le sol en bois du hannock qu'elle avait choisi comme refuge. La lumière de fin d'après-midi passait à travers les panneaux de papier huilé, créant des ombres douces sur le parquet ancien. Elle tenait entre les doigts un carnet noir, dont les pages blanches attendaient patiemment d'être noircies de vérités trop longtemps contenues.
Elle ne repartirait pas tout de suite. Elle allait rester à Séoul, autant que nécessaire, observer, comprendre, et surtout ne pas révéler qui elle était. Pas encore. Elle voulait voir jusqu'où irait cette façade polie que la Maison du Bois projetait au monde, et elle voulait comprendre comment une marque bâtie sur l'élégance et le respect avait pu se transformer ici, en une vitrine de mépris et d'arrogance. Chaque matin, elle quittait discrètement son logement situé dans un quartier calme de Bukchon, traversait les ruelles pavées encore humides de rosée et se dirigeait vers la boutique. Toujours habillée avec une simplicité étudiée, elle changeait de coiffure, de foulard, de sac, mais son allure restait la même, celle d'une cliente quelconque, sans signe extérieur de richesse. Les jours passaient, et avec eux les scènes se répétaient. Elle notait tout. Les salutations réservées aux clients en costume de marque, les silences glaciaux devant ceux dont l'apparence trahissait un statut modeste, les regards de haut en bas, les commentaires à peine voilés, les soupirs quand un client osait demander un renseignement sans acheter immédiatement. Elle remarqua vite que cette attitude ne se limitait pas à elle seule. Une femme âgée fut presque repoussée hors de la boutique après avoir demandé à essayer un manteau. Un jeune homme, probablement étudiant, fut ignoré durant toute sa présence malgré ses regards hésitants vers les vitrines. L'équipe semblait avoir établi une hiérarchie invisible, mais implacable, basée sur des critères arbitraires et cruels. Clémence rentrait chaque soir épuisée, non par la marche ou le froid, mais par ce qu'elle voyait. Elle écrivait dans son carnet, puis recopiait ses notes sur un ordinateur portable discret qu'elle utilisait uniquement pour cette mission. Chaque observation était consignée dans un tableau détaillé. Jour, heure, comportement, personnes concernées, réaction de l'équipe. Elle prit également quelques vidéos avec son téléphone, discrètement, à distance. Les séquences étaient courtes, mais révélatrices. Un soir, alors qu'elle classait ses documents, elle décida de créer une adresse électronique anonyme. Elle la baptisa sobrement « regardeintérieur-dubois.global ». C'était par ce canal qu'elle commencerait à envoyer des rapports réguliers au département de conformité de la Maison du Bois à Paris, sans mentionner son nom, sans revendication. Juste les faits, froidement exposés. Elle ne voulait pas d'un scandale public, pas encore. Elle voulait d'abord forcer l'entreprise à se regarder en face. Loin des vitrines et des campagnes publicitaires, la Maison du Bois trahissait ses propres valeurs. Ce n'était pas seulement une boutique en difficulté, c'était un miroir brisé, une fracture dans l'élégance supposée de la marque. Plus les jours passaient, plus elle affinait sa stratégie. Elle identifiait les rôles clés de l'équipe. Le gérant Park Jin-soo, autoritaire, distant, calculateur. Min-ji, la vendeuse au sourire cruel, visiblement en quête de reconnaissance mais toujours prompte à rabaisser les autres. Et puis les autres, plus en retrait, pris dans l'inertie ou la peur. Mais au milieu de cette mécanique froide, une exception surgit. Une jeune femme aux cheveux attachés en une tresse simple, qui souriait sans forcer, qui disait bonjour même aux visiteurs ignorés par les autres. Elle s'appelait Hanul. Clémence l'observa plusieurs fois. Hanul n'était pas comme les autres. Elle écoutait. Elle proposait sans insister. Elle s'excusait lorsque ses collègues blessaient, parfois même sans en avoir conscience. Un jour, elle ramassa un gant qu'une cliente avait laissé tomber. Un autre, elle proposa à Clémence un verre d'eau, sans raison, juste par courtoisie. Ce fut Hanul qui, sans le savoir, brisa la distance. Un soir, en quittant la boutique, Clémence sentit une main se poser doucement sur son bras. Elle se retourna, surprise. Hanul, gêné mais sincère, dit en coréen « Je suis désolé si on vous a maltraité. Je voulais juste que vous le sachiez. » Clémence ne répondit pas tout de suite. Elle regarda cette jeune femme dont les yeux brillaient, d'une honnêteté rare dans ce décor figé. Elle inclina légèrement la tête et murmura « Merci ». Ce mot, prononcé avec toute la gratitude du monde, fut le début d'un changement. Modeste, discret, mais essentiel. Elle savait désormais qu'elle n'était pas seule à voir les fissures, et cela suffisait pour l'instant à renforcer sa décision. Rester silencieuse, observer, préparer. Le moment viendrait. Mais ce moment ne serait pas dicté par la colère. Il viendrait au rythme de la vérité. Clémence s'habitua au rythme de Séoul, comme on s'ajuste à une respiration étrangère. Chaque matin, elle quittait son hanok avec une certaine solennité, presque comme une actrice entrant en scène.
Les premières journées avaient été douloureuses, mais désormais elle se sentait de plus en plus claire dans son objectif. Sa discrétion n'était plus un fardeau, mais une force. Elle avait accès à une vérité brute que personne, ni même son père, ne soupçonnait. Pourtant, au cœur de cette mission silencieuse, elle ne s'attendait pas à trouver un appui humain. C'est Hannel qui, sans forcer, franchit ce mur. Leurs premières conversations furent brèves, presque accidentelles. Un échange sur la météo, une remarque sur la couleur d'un sac, un sourire sincère au moment de sortir. Clémence, prudente, se limitait à écouter. Hannel, elle, semblait sentir une solitude derrière les silences de cette cliente récurrente. Elle ne posait pas de questions, mais semait des petits gestes de bonté, comme autant de preuves de son humanité dans cet univers impersonnel. Un après-midi, alors que Clémence examinait une écharpe de soie aux motifs floraux, Hannel s'approcha discrètement et dit « Celle-ci, elle a été dessinée par un artiste coréen. C'est l'une de mes préférées. » Clémence répondit par un hochement de tête et pour la première fois lui retourna une question. « Et comment trouvez-vous de travailler ici ?» Ce fut comme si elle avait ouvert une digue longtemps contenue. Hannel hésita, regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis murmura « Je suis ici temporairement. Un contrat de 3 mois. Je voulais l'ajouter à mon CV, mais c'est plus difficile que je pensais. » Elle regarda ses pieds, puis releva les yeux avec une honnêteté désarmante. « Les exigences sont extrêmes. Le directeur, il peut être très dur, et certaines collègues. Disons qu'il vaut mieux ne pas les contrarier. » Clémence ne dit rien, mais son regard se fixa dans celui de Hannel avec une intensité nouvelle. Elle comprenait enfin ce que cachait l'ambiance glaciale de la boutique, une peur diffuse, une pression constante, un système de domination silencieux. Les jours suivants, leur complicité se développa naturellement. Hannel se montrait toujours discrète, mais de plus en plus à l'aise. Elle commença à raconter, par fragments, la réalité du travail dans la boutique. Les quotas imposés par Park Jin-soo, le directeur, les humiliations publiques quand les objectifs n'étaient pas atteints, les favoritismes, les sanctions implicites, les promotions attribuées à celles qui flattaient plutôt qu'à celles qui travaillaient honnêtement. Clémence écoutait. Elle posait quelques questions, jamais trop précises, pour ne pas éveiller de soupçons. Elle apprit que Minji était la protégée du directeur, qu'elle bénéficiait de privilèges discrets, meilleurs horaires, clients fortunés attribués en priorité, indulgence face aux erreurs. Elle apprit aussi que plusieurs employés avaient déjà demandé des transferts ou quitté l'entreprise en silence, incapables de supporter la pression. Un soir après la fermeture, Hannel proposa à Clémence de boire un thé dans un petit salon discret, situé dans une ruelle près de la boutique. Le lieu était calme, boisé, parfumé au jasmin. Les deux femmes s'installèrent sur des coussins dans un coin ombragé. Hannel semblait soulagée de sortir du décor imposant de la maison du bois. Elle ôta ses chaussures, relâcha ses épaules et soupira profondément. « J'admirais cette marque, vous savez, » dit-elle en fixant sa tasse. Pour moi, elle représentait quelque chose d'élégant, d'inaccessible, presque magique. Mais en travaillant là, j'ai découvert un autre visage. Tout est calculé. Le moindre geste, le moindre mot. On nous forme à être des machines, pas des conseillères. Clémence, émue par la sincérité de la jeune femme, sentit une forme de colère sourde remonter en elle. Ce que son père appelait « excellence » ressemblait de plus en plus à une façade bâtie sur l'exploitation. Ce soir-là, dans le silence du salon de thé, elle prit une décision. Elle allait agir. Mais elle avait besoin de Hannel. Pas comme complice, comme témoin, comme preuve vivante que la boutique pouvait encore incarner les valeurs humaines que la maison du bois prétendait défendre. Elle ne révéla toujours pas son identité. Elle se contenta de dire, d'une voix posée, « Hélas, je travaille dans une partie de l'entreprise. Pas ici, mais assez proche pour comprendre. Ce que vous vivez ne doit pas rester caché. » Hannel écarquilla les yeux, surprise, mais ne posa pas de questions. Elle inclina légèrement la tête, respectueuse, et répondit simplement « Je veux juste que les choses changent. » Ce pacte silencieux, scellé dans un salon discret, changea la nature de la mission de Clémence. Elle n'était plus seule, et désormais, son observation devenait résistance. Les jours suivants furent marqués par une routine différente. Clémence ne se contentait plus d'observer passivement. Avec l'appui discret de Hannel, elle affinait son approche, recoupait des informations
et dressait un tableau de plus, en plus sombre de la boutique de Gangnam. À travers les confidences de la jeune employée, elle comprenait la profondeur du malaise. Bien au-delà du mépris envers les clients jugés invisibles, c'était toute la structure interne qui respirait l'abus et la manipulation. Park Jin-soo régnait sur l'équipe comme un chef de guerre silencieux. Il ne criait pas, ne menaçait pas directement. Il usait de regards glacés, de commentaires tranchants lancés devant les collègues, de réorganisation soudaine des plannings pour sanctionner en silence. Han-eul, souvent mis à l'écart malgré sa compétence évidente, en faisait régulièrement les frais. Clémence, témoin invisible, accumulait les preuves. Chaque soir, elle synthétisait les faits dans un nouveau rapport qu'elle adressait depuis sa boîte anonyme. Elle savait que le département de conformité de la Maison du Bois recevait ces messages, même si aucune réponse n'était retournée. Elle ne cherchait pas la reconnaissance. Elle voulait créer un choc interne, une accumulation de signaux que personne ne pourrait plus ignorer. Mais une distance demeurait entre elle et Han-eul, un mur d'identité que Clémence ressentait de plus en plus comme une trahison. La jeune Coréenne lui faisait confiance, partageait ses douleurs et méritait de savoir à qui elle parlait vraiment. Ce fut par une fin d'après-midi pluvieuse, alors qu'elle partageait un autre moment de calme dans un café discret, que Clémence franchit la ligne. Le décor était tamisé, les gouttes glissaient paresseusement le long des vitres. Clémence fixait sa tasse de thé visiblement nerveuse. Elle inspira profondément puis déclara « Ce que je vais vous dire doit rester entre nous ». Han-eul hocha la tête, attentive. Clémence poursuivit « Je ne suis pas juste une cliente. Je fais partie de l'entreprise. Je travaille à un niveau, disons, plus stratégique. » Han-eul cligna des yeux, surprise mais ne sembla pas choquée. Elle resta silencieuse, laissant à Clémence le temps de choisir ses mots. « Je ne suis pas ici pour juger, ni pour faire du mal à qui que ce soit, » reprit-elle. « Je veux comprendre ce qui ne fonctionne pas, et vous m'aidez beaucoup même sans le savoir. » Elle n'alla pas plus loin. Elle ne dit pas son nom de famille, ni son lien avec le PDG. Elle voulait que cette relation continue d'exister sur la base de la confiance, non de la hiérarchie. Et pourtant, dans le regard de Han-eul, il y eut un éclat nouveau, une compréhension, partielle, mais suffisante pour établir une alliance implicite. « Alors vous avez vu, » murmura Han-eul plus pour elle-même que pour Clémence, « vous avez vu ce qu'on nous fait. » Clémence acquiesça, les yeux soudain brillants, « et je ne resterai pas silencieuse. » À partir de ce jour, leur collaboration prit une forme plus active. Han-eul commença à noter, de son côté, certains incidents plus précis. Elle décrivait des scènes, rappelait des conversations, détaillait des attitudes. Elle faisait preuve d'un discernement impressionnant. Clémence lui fournit un petit carnet discret, que la jeune femme glissa dans la doublure de son sac à main. Elle n'en parlait jamais à voix haute dans la boutique. Tout se faisait en silence, avec des regards, des gestes infimes. Entre-temps, les rapports anonymes de Clémence devenaient plus incisifs. Elle incluait des extraits de dialogue, transcrits mot à mot, des faits documentés. Elle ajouta une vidéo montrant Park Jin-soo, lors d'une réunion d'équipe, ironisant sur une cliente âgée. Elle ne sait même pas prononcer Dubois. Elle devrait faire ses courses ailleurs. Le ton, le rire qui avait suivi, les regards des autres vendeurs, tout transpirait le mépris institutionnalisé. Clémence savait que la direction à Paris recevait ces données. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'était le moment où tout cela basculerait dans le champ de son père. Elle ne voulait pas d'une confrontation précipitée. Elle voulait d'abord aller jusqu'au bout de cette immersion, comprendre à fond le système qu'elle espérait changer. La vérité devait remonter par elle-même, pas comme une bombe, mais comme une évidence indiscutable. Pourtant, dans le silence de ces nuits coréennes, un doute persistait. Que ferait Alain Dubois, ce père exigeant et distant, lorsqu'il découvrirait que celle qu'il avait toujours tenue à l'écart était au cœur de cette révolte silencieuse? Elle n'en savait rien. Mais elle était prête à tout affronter, parce que pour la première fois de sa vie, elle n'agissait pas pour prouver sa valeur. Elle agissait parce que c'était juste. La nouvelle tomba sans avertissement, comme un éclair dans un ciel apparemment calme. Un matin, alors que Clémence observait discrètement depuis un coin de la boutique, un murmure parcourut l'équipe. Alain Dubois arrivait en Corée. Ce n'était pas une rumeur, c'était une annonce officielle transmise par les canaux internes à l'aube. Le PDG de la Maison du Bois, rarement vu en dehors de Paris, avait décidé de faire une visite inopinée à la boutique de Séoul.
Le choc fut immédiat. Le personnel entra dans une frénésie silencieuse. Minji courait d'un présentoir à l'autre, ajustant chaque article avec une minutie frénétique. Park Jin-soo, le directeur, convoqua une réunion d'urgence à huis clos. Les conversations, d'habitude ponctuées de soupirs ou de sarcasmes, devinrent soudain lourdes de tension et d'hypocrisie. Clémence, elle, resta figée un instant. Le nom de son père, prononcé avec une telle crainte, réveilla quelque chose d'ancien et de douloureux. Elle se rappelait les dîners silencieux à Paris, les regards distants, les remarques brèves sur les chiffres trimestriels, jamais sur elle. Et maintenant, il arrivait ici, dans ce théâtre, où elle menait en secret sa propre révolution. Elle savait que son anonymat était en danger. Il suffisait qu'il la voie, même de loin, et tout serait compromis. Elle décida alors de s'éloigner. Ce jour-là, elle ne retourna pas à la boutique. Elle resta dans sa chambre, les stores, à demi fermés, relisant ses notes, ses rapports, ses doutes. Le moment approchait. Elle le sentait. Le lendemain, elle se posta à distance, sur le trottoir d'en face, dissimulée sous une casquette et une écharpe. Une voiture noire aux vitres teintées se gara devant la boutique. 2 hommes en costume en sortirent les premiers, puis vint Alain Dubois. Il était tel qu'elle l'avait toujours connu, silhouette droite, costume anthracite parfaitement taillé, regard perçant. Son visage ne trahissait ni surprise ni fatigue. Il entra dans la boutique sans un mot. À l'intérieur, les employés étaient alignés, comme dans un tableau vivant de la peur organisée. Clémence, même à distance, devinait la tension dans les épaules, les sourires forcés, les voix mielleuses. Park Jin-soo s'inclina exagérément, tenant la porte avec un empressement peu naturel. Elle savait que son père n'était pas dupe de ces démonstrations. Il haïssait l'excès de zèle autant que la médiocrité. La visite dura 2 heures. Alain observa tout, posa quelques questions, s'attarda sur les chiffres affichés sur une tablette, demanda à voir le stock. Il ne sourit jamais. Son autorité n'avait pas besoin de s'élever pour s'imposer. Quand il repartit, il n'avait prononcé que quelques phrases, mais toute l'équipe semblait avoir traversé un ouragan silencieux. Clémence regagna son hannock à la nuit tombée. Elle savait que le compte à rebours avait commencé. Son père allait découvrir les rapports, envoyés anonymement, tôt ou tard. La convergence entre ce qu'il avait vu et ce qu'il allait lire ferait exploser l'image que Park Jin-soo avait si soigneusement cultivée. Mais ce n'était pas assez. Elle voulait lui parler, lui dire ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti et surtout ce qu'il avait ignoré pendant toutes ces années. Pas seulement ici, à Séoul, mais dans toute la structure de l'entreprise qu'il dirigeait comme un empire de verre. Elle tenta une première approche. Elle demanda à Hannul si une réunion interne avait été annoncée. La réponse fut négative. Alain Dubois était reparti vers l'hôtel sans s'adresser à l'équipe. Clémence savait ce que cela signifiait. Il enquêtait. Il comparait les impressions à ses données internes. Il allait frapper, comme toujours, là où personne ne s'y attendait. Clémence rédigea alors une lettre, manuscrite, simple, honnête. Elle ne signa pas son nom, mais laissa assez d'indices pour qu'il comprenne. Elle décrivait la boutique, les humiliations quotidiennes, les visages des clients ignorés, la peur dans les regards des employés. Elle évoquait aussi les valeurs de la maison Dubois, celles que son père avait défendues à ses débuts et qu'il avait, semble-t-il, oubliées quelque part sur le chemin. Elle confia cette lettre à un réceptionniste discret de l'hôtel où séjournait Alain Dubois. Elle ne savait pas s'il la lirait, mais elle devait essayer. Et tandis qu'elle marchait sous les lampions de Buckchon, entre les maisons anciennes et les murmures du vent, elle sentit que le moment de se cacher touchait à sa fin. L'heure de vérité approchait. La lettre envoyée à son père resta sans réponse. Pendant plusieurs jours, Clémence surveilla ses messages, guettant le moindre signe, une réaction, une confrontation. Rien ne vint. Mais elle connaissait Alain Dubois. Le silence, chez lui, n'était jamais synonyme d'inaction. Il observait, analysait, préparait, et cela la poussa à accélérer sa propre démarche. Elle ne pouvait plus se contenter de notes et de vidéos. Il fallait une preuve irréfutable, un document structuré, impossible à ignorer, même par le PDG le plus perfectionniste du monde. C'est avec l'aide discrète mais précieuse de Hannul qu'elle entreprit la création d'un dossier complet. Pendant leur rencontre, souvent tard le soir, elles organisèrent les informations, dates, témoignages, séquences filmées, captures d'écran d'échanges internes. Le document s'étoffa au fil des jours.
Chaque page ajoutée était une nouvelle pierre dans l'édifice qu'elle bâtissait contre l'impunité. Clémence structura le tout avec une précision chirurgicale. Première partie sur les dysfonctionnements de la relation client, deuxième sur les pratiques internes oppressives, troisième sur les abus de pouvoir de Park Jin-soo, et enfin une conclusion rédigée. Comme une plaidoirie. Elle y dénonçait non seulement un homme, mais un système, une culture d'entreprise qui, à l'international, semblait avoir dévié des idéaux fondateurs. Une fois le dossier terminé, elle tenta une nouvelle approche. Elle écrivit à son père via son adresse personnelle, cette fois sans filtre, « J'ai quelque chose d'important à te montrer. Une vérité que tu refuses de voir. Je ne te demande pas de m'écouter comme ta fille, mais comme quelqu'un qui connaît ta maison mieux que tu ne le crois. » La réponse laconique tomba quelques heures plus tard. « Je suis très occupée, je ne suis pas venue pour ça. » Rien de plus. Clémence ne fut pas blessée. Elle était préparée à cette froideur. Mais elle savait aussi que cela ne changeait rien à la valeur de ce qu'elle détenait. Si son père refusait d'ouvrir les yeux volontairement, elle allait provoquer cette ouverture de l'intérieur. Non pas par une explosion médiatique, mais par un levier bien plus efficace, le système lui-même. Elle retourna à la boutique et, avec l'aide d'un ancien stagiaire du service informatique qu'elle avait rencontré à Paris, elle envoya le dossier complet directement au réseau interne du département des ressources humaines globales, déguisé en rapport d'audit. Elle l'intitula sobrement « Évaluation interne, boutique Gangnam, Séoul ». Le rapport circula. Les premières réactions furent discrètes, mais elle reçut un message codé sur l'adresse anonyme. « Réception confirmée. Escalade en cours ». Elle sut alors que la machine s'était mise en marche, et cette fois, rien ne l'arrêterait. Clémence continua à fréquenter la boutique sans changer ses habitudes, mais tout autour d'elle commença à frémir. Des appels venaient plus fréquemment de Paris. Des visages familiers, mais tendus, passaient en coup de vent. Park Jin-soo, d'ordinaire sûr de lui, devenait plus nerveux. Il consultait sans cesse son téléphone, haussait le ton avec les employés et passait des heures dans son bureau à l'abri des regards. Haneul, elle, gagnait en confiance. Soutenue en secret par Clémence, elle devenait plus affirmée, plus directe, notant chaque incident, chaque dérapage. Lorsqu'un client fut brusqué par Minji pour avoir demandé une remise, Haneul intervint calmement mais fermement et envoya ensuite un rapport interne via le nouveau canal créé par Clémence. Elle devenait, sans le savoir pleinement, l'âme d'un changement plus vaste. Un soir, alors que les rues de Séoul étaient baignées de néons et de pluie, Clémence reçut un appel inattendu, numéro privé. Elle hésita puis décrocha. La voix, grave et tranchante, appartenait à un directeur du siège parisien. Il parlait sans détour. « Le rapport que nous avons reçu est accablant. Nous avons ouvert une enquête immédiate. Le président n'est pas encore informé de votre rôle. Souhaitez-vous qu'il le sache maintenant ?» Clémence prit une inspiration lente. « Non, pas encore. Laissez les faits parler. » L'homme acquiesça et la ligne coupa. Clémence resta immobile un moment, le téléphone encore à l'oreille. Elle avait enclenché un mouvement irréversible, et elle savait que bientôt, le nom de Park Jin-soo ne serait plus prononcé qu'au passé. Mais plus encore, elle savait que la Maison du Bois n'avait plus d'autre choix que de changer. Et cette fois, elle n'attendrait pas la permission de son père pour en être l'architecte. Le matin était gris et brumeux, comme si Séoul elle-même anticipait la tempête à venir. Clémence s'éveilla avant l'aube, l'esprit déterminé. Elle avait longuement hésité, mais désormais tout était prêt. Elle n'avait plus besoin de jouer la discrétion passive. Ce qui allait suivre ne serait ni subtil, ni silencieux. Ce serait une frappe ciblée, implacable, et pourtant méticuleusement calibrée. Dans son ordinateur, un fichier attendait, le fruit de plusieurs semaines d'observation. Une compilation vidéo de 20 minutes, montée avec soin, traduite en français et en anglais, sous-titrée pour chaque scène. Les images parlaient d'elles-mêmes. On y voyait des clients, ignorés, des remarques discriminatoires chuchotées en coréen, des gestes de mépris, des humiliations subtiles mais constantes. On y voyait aussi Park Jin-soo, dans ses moments de formation, évoquer les bons et les mauvais clients, ricaner sur les accents des étrangers et se vanter, devant les vendeurs, de écraser les faibles pour faire briller la marque. Chaque séquence était datée, accompagnée d'un court commentaire expliquant le contexte. La vidéo n'était pas sensationnaliste, elle était clinique, froide, irréprochable, et surtout impossible à ignorer. Clémence n'ajouta
Aucune signature. Elle l'envoya depuis une adresse temporaire, sécurisée, directement à la cellule de conformité globale de la Maison du Bois, ainsi qu'au département RH du siège. En objet, observation interne, confidentialité requise, urgence, stratégique. Elle cliqua sur « Envoyer » puis ferma l'ordinateur avec calme. Elle sortit marcher dans les ruelles encore désertes, respirant l'air humide du matin, les mains dans les poches. Elle ne ressentait ni peur ni euphorie, juste une immense lucidité. Elle avait posé un acte que son père ne pourrait pas effacer d'un revers de main, et elle l'avait fait sans revendiquer son nom. À Paris, les premières alertes arrivèrent avant même l'ouverture officielle des bureaux. Les destinataires prioritaires, habitués aux rapports feutrés et au tableau Excel, tombèrent sur un document vidéo impossible à classer. Très vite, les appels s'enchaînèrent. Le directeur du département RH fut réveillé par un message urgent de son assistante. Moins d'une heure plus tard, la vidéo tournait dans une salle de crise au siège, visionnée en silence par les principaux cadres. Et au milieu de ce balai invisible, le fichier arriva sur l'ordinateur personnel d'Alain Dubois. Il reconnut immédiatement l'intérieur de la boutique de Séoul. Il observa, impassible, les scènes qui défilaient. Il vit Park Jin-soo sourire avec condescendance. Les vendeurs détournaient les yeux de certains clients, les micro-agressions se multipliaient. Il vit une cliente âgée demander de l'aide et être laissée seule, une autre repoussée sous prétexte que ce modèle est réservé pour des acheteuses sérieuses. Il resta immobile pendant les 20 minutes, puis il recula dans son fauteuil. Il ne dit rien, mais tout en lui avait changé. À Séoul, les effets furent presque immédiats. Le lendemain matin, une note interne fut transmise à la boutique, réunion d'urgence avec le siège, participation obligatoire, vidéoconférence dans la salle principale. Park Jin-soo blêmit en la lisant. Il tenta d'appeler un contact à Paris, mais ne reçut aucune réponse. Minji, nerveuse, arrangeait compulsivement les vitrines. Les autres employés murmuraient, sentant que quelque chose s'était rompu. Clémence, de son côté, ne changea rien à sa routine. Elle entra dans la boutique comme d'habitude, fit le tour lentement, croisa le regard de Hanel. Un regard où brillait un éclat de compréhension. Aucun mot ne fut échangé, mais elle savait. La réunion se déroula à huis clos. Écran, allumé, visage de Paris tendu, voix sèche. Personne ne parla de la source de la vidéo, mais tous en connaissèrent la gravité. Park Jin-soo tenta de minimiser, parla de montage orienté, de malentendus culturels, de piqûres de contexte. Mais chaque tentative se heurta à une réponse froide, mesurée, implacable. La direction annonça une enquête immédiate. Suspension temporaire du directeur. Audit complet des pratiques internes. Communication interne à venir dans les 72 heures. Les employés sortirent de la salle hébétés. Certains se regardaient, sans oser parler. Minji, pâle, s'enferma dans les toilettes pendant de longues minutes. Et pendant ce temps, à Paris, Alain Dubois relisait la lettre manuscrite reçue quelques jours plus tôt. Il fit défiler mentalement les séquences de la vidéo. Puis il relut les phrases simples, sans signature, mais dont l'écriture, lui, était étrangement familière. Et soudain un détail l'éclaira. Une phrase anodine. « Ce modèle a été validé en studio le jour où tu as porté ton foulard gris. » Il se leva lentement et comprit. C'était Clémence, sa fille. Celle qu'il avait toujours laissée en marge. Celle qu'il pensait naïve, sensible, mais inapte à la rigueur du monde qu'il avait construit. Elle était à l'origine de tout cela. Et pour la première fois, il sentit non pas de la colère, ni même de la trahison, mais quelque chose de plus rare, de l'admiration. Le visage d'Alain Dubois était resté impassible devant l'écran, mais son esprit, lui, tournait à une vitesse vertigineuse. Il se repassait les images, les dialogues, les silences captés dans cette vidéo qui avait bouleversé la direction entière. Il ne pensait pas à Park Jin-soo, ni aux vendeurs coréens, ni même à l'impact immédiat sur la boutique de Séoul. Non, il pensait à Clémence. Comment avait-elle pu se glisser au cœur du système sans qu'il ne le voie? Comment avait-elle orchestré tout cela seule, sans jamais invoquer son nom, sans jamais chercher la validation paternelle qu'elle avait tant semblé vouloir dans le passé? Alain se sentait secoué dans ses fondations. Il n'avait jamais eu peur d'un concurrent, ni d'un marché, ni d'un scandale. Mais là, il se découvrait vulnérable devant une vérité qu'il n'avait pas anticipée.
Sa fille n'était pas restée en marge. Elle était entrée dans la maison et elle avait commencé à la réparer. La lettre manuscrite qu'il relut pour la 3e fois confirmait ce qu'il redoutait et admirait à la fois. Clémence y racontait sans colère ni plainte ce qu'elle avait vécu en silence. Elle y détaillait ses observations, ses rencontres et surtout sa décision de ne pas se faire connaître pour ne pas biaiser ce qu'elle voyait. Elle y révélait aussi son engagement, restaurer l'esprit de la maison du bois de l'intérieur, en partant des failles que personne n'osait. « Regardez !» Alain ne répondit pas immédiatement. Il avait d'autres priorités. Une enquête fut lancée dans toutes les filiales asiatiques. Des experts en conformité, jusque-là cantonnés à des audits annuels de façade, furent mobilisés en urgence. Les premiers rapports furent accablants. Falsification de chiffres de vente, traitement inégalitaire des clients, pratiques managériales douteuses et surtout une culture interne qui contredisait chaque valeur inscrite dans la charte de la marque. Ce qu'Alain découvrit ne concernait plus seulement Séoul. Il y avait des échos à Tokyo, à Shanghai, à Singapour, des signaux faibles qu'il avait ignorés. Il lut des témoignages d'anciens employés, des plaintes jamais remontées jusqu'à lui, des mémos filtrés, reformatés par ses directeurs régionaux pour préserver l'image du succès. Il comprit soudain que le problème ne venait pas d'un homme, mais d'une structure, et que cette structure portait sa signature. Il convoqua une réunion exceptionnelle à Paris. Aucun attaché de presse, aucun directeur marketing n'y fut invité. Seulement les responsables opérationnels de la zone Asie, la direction des ressources humaines et 2 membres du conseil d'administration. Il exigea que chaque participant regarde la vidéo envoyée anonymement. Puis il posa une seule question. « Mais qui a vu cela venir ?» Le silence fut total. À Séoul, la boutique entrait dans une sorte de paralysie. Park Jin-soo, bien que suspendu, restait dans les bureaux, tentant de sauver ce qui pouvait l'être. Min-ji évitait le contact, avec quiconque. Les autres vendeurs travaillaient en silence, dans une atmosphère de fin de règne. Et au milieu de cette tension flottante, Hanneul continua son travail comme si rien n'avait changé, mais avec une force nouvelle dans la voix, une assurance discrète que Clémence observait avec fierté. Un après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la boutique, Clémence reçut un message de son père. Il ne disait rien de plus que « Nous devons parler ». Aucun lieu, aucune heure. Mais elle savait qu'il viendrait à elle. Ce fut à la tombée de la nuit, dans une petite salle de réunion du siège régional à Séoul, qu'il apparut. Il entra sans fracas, referma la porte puis s'assit en face d'elle. Ils se regardèrent longuement. Aucun des deux ne parla immédiatement. Puis Alain dit, d'une voix calme, presque lasse, « J'ai lu tout ce que tu m'as envoyé. J'ai vu ce que tu as vu, et je comprends ce que tu as fait. » Clémence ne bougea pas. Elle attendait plus. « Je t'ai sous-estimé, » dit-il enfin. « J'ai cru que tu n'étais pas prête, que tu n'avais pas l'endurance. Mais tu m'as prouvé que j'avais tort. Tu n'as pas crié, tu as agi. » Il se redressa, posa ses mains à plat sur la table. Son visage ne trahissait ni fierté, ni remords. Mais dans son regard, il y avait une lueur qu'elle ne lui avait jamais vue, une forme d'humilité. « Je me suis trompé, Clémence, pas seulement à ton sujet, à propos de tout ça, de ce que j'ai laissé devenir la maison du bois. » Ils restèrent là encore quelques minutes, sans besoin d'ajouter plus. Le lien entre eux, longtemps distendu, n'était pas encore reconstruit, mais il n'était plus brisé. Et dans cet instant suspendu, Clémence comprit que son silence avait porté plus loin que tous les discours qu'elle aurait pu faire. Le jour de la réunion globale fut annoncé 3 jours à l'avance. Une vidéoconférence exceptionnelle, incluant tous les directeurs de filiales en Asie, les cadres des ressources humaines de Paris, ainsi que la direction exécutive. Ce genre d'événement ne survenait qu'en cas de fusion stratégique ou de crise majeure. Tout le monde comprit immédiatement qu'il s'agissait du second cas. À Séoul, Park Jin-soo tenta jusqu'à la dernière minute de reprendre le contrôle. Il rassembla son équipe, exigea un nettoyage parfait de la boutique, redonna des instructions avec un calme fébrile, presque mécanique. Il voulait faire croire que tout était encore entre ses mains, que cette tempête n'était qu'un moment à traverser. Mais ses yeux trahissaient une angoisse profonde. Il ne savait pas qui l'avait trahi. Il n'avait pas encore compris que ce n'était pas une trahison, mais une vérité à laquelle il ne pouvait plus échapper. Clémence, elle, n'assista pas à la réunion.
Elle resta en retrait, observant depuis l'extérieur du bureau vitré les silhouettes alignées autour de l'écran central, les visages tendus fixés sur la mosaïque de participants venus de Tokyo, Pékin, Kuala Lumpur, Bangkok. Elle avait transmis tous les éléments. Sa mission était accomplie. Ce qui allait suivre ne lui appartenait plus. La réunion débuta dans un silence pesant. Un cadre des ressources humaines à Paris prit la parole. Il eut une déclaration formelle, préparée mais sans emphase. La Maison du Bois a été alertée de comportements contraires à ses valeurs fondamentales dans plusieurs filiales asiatiques. Une enquête interne a été menée. Nous avons des preuves formelles d'abus de pouvoir, de discriminations internes et de falsification de données commerciales. Il marqua une pause. Puis, en basculant l'écran vers une vue principale, il désigna Park Jin-soo, le directeur de la filiale de Séoul. Park Jin-soo est tenu directement responsable de ces dysfonctionnements. Dans un mouvement d'une froideur absolue, Alain Dubois apparut alors à l'écran, en direct de Paris. Il ne salua personne. Il regarda droit dans la caméra, puis déclara « Monsieur Park, vous êtes relevé de vos fonctions, avec effet immédiat. Vos pratiques sont une insulte à l'élégance que nous défendons depuis des décennies. Votre exemple servira de repère pour ce que nous ne tolérerons plus jamais dans notre maison. » Le coup tomba comme un glaive, en direct, devant tous les pairs, devant les subordonnés, devant l'industrie elle-même, qui n'allait pas tarder à entendre parler de ce séisme. Park Jin-soo resta figé. Ses mains tremblaient imperceptiblement. Son visage pâlit. Aucun mot ne sortit de sa bouche. Il se leva, quitta la salle sans regarder personne, sans dire un mot. Son départ fut aussi silencieux que son règne avait été autoritaire. Dans la boutique, les employés observèrent le retour de Jin-soo depuis les vitrines. Il entra dans son bureau, récupéra un dossier, sortit par la porte de service. Minji tenta de l'intercepter, mais il ne lui adressa même pas un regard. Elle resta seule, les larmes aux yeux, désemparée. Son pilier venait de s'effondrer. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel fut affiché dans la salle de repos. Une nouvelle directrice allait prendre la tête de la boutique, envoyée depuis Paris. En attendant, une réorganisation interne temporaire serait mise en place. Une commission d'écoute serait ouverte pour recueillir les témoignages du personnel. Un programme de formation obligatoire sur l'éthique et le respect en milieu professionnel serait déployé dans toute l'Asie dans le mois suivant. Mais ce fut l'annonce finale qui surprit tout le monde. Ce programme a été conçu et rédigé par Clémence Dubois, nouvelle directrice de la stratégie Asie. Un choc parcourut l'équipe. Le nom que personne ne connaissait, la cliente, silencieuse que tous avaient ignorée, devenait soudain la figure centrale du renouveau. Ce fut Anneul qui, la première, esquissa un sourire en lisant l'affiche. Elle comprit. Tout s'alignait. Le silence, la retenue, les questions subtiles, l'écoute attentive. Clémence n'était jamais une simple spectatrice. Elle était le cœur de ce changement. Et elle l'avait fait sans jamais écraser, sans jamais punir pour punir. Elle avait exposé, reconstruit, et maintenant, elle allait diriger. Dans les jours qui suivirent, la boutique fut transformée en profondeur. Les tensions s'apaisèrent. Les employés, pour la première fois depuis longtemps, commencèrent à parler librement. Des rires timides réapparurent. Des regards se croisèrent sans crainte. Et pendant ce temps, à Paris, Alain Dubois relisait pour la 100e fois le programme de formation rédigé par sa fille. Chaque mot était juste, chaque idée claire. Il se permit, pour la première fois depuis des années, un sourire franc. Il ne savait pas encore comment il allait réparer leur relation, mais il savait désormais qu'il n'avait plus à protéger Clémence du monde. C'était elle, maintenant, qui protégeait l'essence de la Maison du Bois. Quelques jours après, la chute de Park Jin-soo, alors que la boutique de Gangnam reprenait lentement vie sous une atmosphère de soulagement mêlée de curiosité, Clémence reçut un message bref mais chargé de sens. « J'aimerais te voir. » Ce soir. Hôtel Lotte, suite 1802. Papa. Aucun artifice, aucun discours. Juste un appel direct, presque humble, comme un père qui, pour la première fois, n'ordonnait rien. Elle s'y rendit sans appréhension. Elle ne portait pas de tailleur ni de robe formelle, juste un pantalon de lin gris, un haut blanc et un long manteau crème. Elle entra dans le hall de l'hôtel, monta sans mot dire et frappa à la porte de la suite. Alain Dubois ouvrit lui-même, vêtu d'un
Pull, col roulé et d'un pantalon de laine, le regard plus fatigué que jamais, mais aussi plus humain. Ils s'installèrent sans cérémonie. Pas de champagne, pas de discours d'ouverture. Juste une table basse entre eux, 2 tasses de thé fumant et le silence. « Je t'ai observé longtemps, » dit-il enfin, « même quand tu croyais que je ne te voyais pas. » Il marqua une pause. « Mais je n'ai rien vu venir ici, et c'est toi qui m'as ouvert les yeux. » Clémence resta silencieuse. Elle voulait qu'il parle, qu'il prenne le poids des mots. « Tu n'as pas seulement exposé un problème, Clémence. Tu m'as montré que notre maison, celle que j'ai construite, est devenue quelque chose que je ne reconnais plus. » Il se leva, fit quelques pas vers la baie vitrée, regardant la ville qui s'étendait en contrebas, illuminée par les enseignes et les phares des voitures. « Tu aurais pu me dénoncer publiquement. Tu aurais pu faire un scandale. Tu ne l'as pas fait. Tu as choisi une autre voie, plus difficile, plus noble. » Il se retourna vers elle. « Et pour ça, je te dois des excuses. Pas seulement pour t'avoir tenu à l'écart, mais pour avoir cru que tu ne serais jamais capable de comprendre l'âme d'une entreprise. » Un silence lourd suivit. Puis, d'une voix plus grave, il dit « J'ai besoin de toi, Clémence. Pas comme héritière, pas comme image de marque, mais comme leader. » Elle releva les yeux, surprise, mais ne répondit pas. « Je veux que tu prennes la tête de l'expansion de la Maison du Bois en Asie, pas en tant que figurante, pas en tant que couverture, mais en tant que responsable avec pouvoir réel, budget, équipe et autonomie. » Clémence sentit son cœur battre un peu plus vite. Ce qu'elle avait toujours cru inaccessible, ce qu'on lui avait si souvent refusé, sous prétexte qu'elle n'était pas prête, lui était enfin proposé. Non comme une faveur, mais comme une reconnaissance. Mais elle n'accepta pas tout de suite. Elle posa ses mains sur ses genoux, réfléchit quelques secondes, puis déclara « Je suis prête, mais seulement à une condition. » Alain haussa un sourcil. « Je veux une politique écrite, concrète, visible, appliquée dans chaque filiale. Une politique fondée sur le respect des clients, des employés, des différences culturelles. Ce ne sera pas une simple campagne de communication. Ce sera une transformation en profondeur, sinon je ne suis pas intéressé. » Il la fixa longuement, puis il sourit légèrement. « C'est exactement pour ça que je veux que ce soit toi. » Ils ne signèrent rien ce soir-là. Il n'y eut pas d'accord formel, pas de contrat ni de dossier à parapher, mais quelque chose d'immensément plus solide fut établi. Une confiance mutuelle, née non pas du sang mais des actes. Pour la première fois, Alain Dubois ne donnait pas un ordre à sa fille. Il lui passait la main. En quittant la suite, Clémence sentit l'air frais de la nuit sur son visage. Elle descendit à pied les escaliers de service, croisa un couple qui riait doucement et se rendit compte qu'elle n'était plus une observatrice. Elle était désormais responsable, actrice du changement. Et cette fois, elle ne marcherait plus dans l'ombre. La nomination de Clémence Dubois à la tête des opérations asiatiques de la Maison Dubois fut annoncée par une note interne sobre, mais ferme, transmise à toutes les filiales du continent. Pas de photo officielle, pas de slogan tapageur, juste un message clair. Une nouvelle direction commence. L'écoute, l'équité et la responsabilité seront désormais les piliers de nos décisions. Dès le lendemain, Clémence prit place dans un bureau temporaire au sein de la boutique de Gangnam, non pas dans la pièce luxueuse de Park Jin-soo, mais dans une salle vitrée à l'étage, modeste et fonctionnelle. Elle voulait voir, entendre, comprendre de l'intérieur. Elle exigea qu'aucun filtre ne soit interposé entre elle et l'équipe. Pas de secrétaire pour trier les plaintes, pas de directeur régional pour formuler des rapports. Elle voulait des visages, des voix, des histoires. Sa première décision officielle fut radicale. Elle suspendit les objectifs de vente individuels pour 3 mois. Cette mesure, impensable dans le monde du luxe, suscita des murmures de surprise et de crainte. Mais Clémence tint bon. Le service ne doit pas être dicté par la peur. Si nous voulons que les clients se sentent respectés, il faut d'abord que ceux qui les accueillent le soient. Elle organisa ensuite une série d'ateliers, non pas imposés depuis Paris, mais construits avec les employés eux-mêmes. Elle voulait entendre leur réalité, ce qu'ils vivaient au quotidien, ce qu'ils redoutaient, ce qui les empêchait de travailler dignement. Fanel fut la première à participer activement. Sa voix, douce mais assurée, résonna comme celle d'une conscience libérée. Elle parla des humiliations passées, de la peur d'exprimer une opinion, de la honte ressentie face aux clients, rejetés. Clémence prit des notes, mais surtout elle répondit
non pas avec des promesses vagues, mais avec des actions immédiates. Elle fit réorganiser l'espace d'accueil, assouplit les protocoles rigides de présentation des produits et mit en place un système de retour client anonyme, lisible par tous les membres de l'équipe, pas seulement la direction. Elle promut également Anneul au poste de responsable adjointe. Ce geste fut symbolique autant que stratégique. Elle voulait que l'exemple vienne de l'intérieur, que chacun voie qu'il était possible de progresser sans flatter, sans tricher, sans écraser les autres. Anneul, surprise, accepta avec une émotion discrète, consciente de la charge que ce rôle impliquait. Sous cette nouvelle impulsion, l'ambiance dans la boutique changea. Les sourires revinrent, sincères cette fois. Les clients, autrefois, ignorés, furent accueillis avec chaleur. Une femme âgée reçut des conseils personnalisés. Un jeune étudiant fut invité à essayer une veste sans pression d'achat. Des habitués reviennent, intrigués par ce changement presque palpable. Et surtout, pour la première fois, les commentaires positifs affluèrent, non sur les produits, mais sur l'accueil. Clémence veillait à ce que chaque succès ne soit pas célébré avec arrogance. Elle imposa une humilité stratégique. Ce que nous avons cassé prendra du temps à réparer, mais chaque jour, chaque geste compte. Elle fit imprimer une charte interne, écrite non par des consultants, mais en collaboration avec les équipes. Elle y fit inscrire en première page « Le luxe commence par le respect ». Cette charte fut ensuite envoyée à toutes les autres boutiques d'Asie. Clémence refusa de centraliser le pouvoir. Elle insista pour que chaque filiale adapte les principes à sa culture locale, en restant fidèle à l'essentiel. Dignité, écoute, humanité. Les premières semaines furent épuisantes. Des résistances surgissaient encore. Certains anciens cadres tentaient de maintenir les anciens schémas. Mais Clémence avançait sans violence, sans confrontation directe. Elle les contournait, démontrait par l'exemple, laissait les résultats parler pour elle. Lors d'un appel en visioconférence avec l'équipe de Tokyo, un responsable sceptique demanda « Ce modèle est-il réellement compatible avec la performance commerciale ?» Clémence répondit sans hésiter « Ce modèle est la condition de la performance durable. Si vous ne respectez pas ceux qui portent votre nom chaque jour, votre marque finira par ne plus signifier rien du tout. » Cette conviction, désormais, incarnée dans chaque geste, chaque décision, commençait à transformer non seulement la boutique de Séoul, mais aussi l'image de la Maison du Bois en Asie. Et au cœur de ce changement, Clémence restait fidèle à elle-même. Pas de campagne personnelle, pas d'ambition de gloire. Juste une direction claire, faire de cette maison une place vivante et non une vitrine figée. Et plus les jours passaient, plus ceux qui l'avaient ignorée ou méprisée commençaient à comprendre que Clémence Dubois n'était pas simplement une héritière. Elle était désormais l'âme visible d'un luxe retrouvé. Le soleil de printemps baignait Séoul d'une lumière douce et dorée lorsque Clémence et Alain Dubois marchèrent côte à côte le long du Cheonggyecheon, la rivière urbaine paisible qui serpentait entre les tours de verre. Les passants, occupés à leur conversation, ignoraient que ces deux silhouettes discrètes incarnaient l'avenir d'un des empires du luxe les plus influents d'Europe. Mais cela importait peu. Ni l'un ni l'autre ne cherchaient l'attention. Ce moment était à eux. Ils n'échangeaient pas beaucoup de mots. Le silence, longtemps source de tension entre eux, était devenu à cet instant précis une forme de langage nouveau, un terrain neutre où la reconnaissance se construisait non par les phrases, mais par les pas partagés. Depuis la prise de fonction de Clémence à la tête des opérations asiatiques, les changements étaient devenus irréversibles. En quelques mois, la boutique de Gangnam s'était transformée en modèle de gestion respectueuse. Les clients, autrefois négligés, affluaient. Les retours positifs explosaient. Les indicateurs commerciaux suivaient, mais ce n'était plus la priorité. Ce qui se mesurait désormais, c'était la cohérence entre les valeurs prônées et la réalité vécue. Les autres filiales avaient commencé à adopter les pratiques initiées par Clémence. À Tokyo, un espace client avait été repensé, selon le modèle de Séoul. À Singapour, un ancien directeur avait été remplacé après des retours anonymes similaires à ceux que Clémence avait initiés. Même à Paris, au siège, les mentalités évoluaient. Les discours sur l'héritage prenaient une teinte nouvelle, plus humaine, moins marketing. Et Alain Dubois, qui avait dirigé pendant tant d'années avec rigueur et distance, regardait tout cela avec un mélange d'étonnement et de soulagement. Il n'avait pas été renversé. Il avait été redéfini par sa propre fille. Lorsqu'ils arrivèrent auprès d'un petit pont de pierre,
Clémence s'arrêta, appuya ses mains sur la rambarde et observa l'eau glisser. Alain fit de même. Il ne savait pas par où commencer. Les grands discours n'étaient pas son domaine. Alors il dit simplement « Tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais su faire. » Clémence tourna doucement la tête vers lui. « Tu as bâti quelque chose d'immense. Je n'ai fait que lui redonner une direction. » Il secoua la tête. « Non, tu l'as ramenée à ce qu'elle aurait toujours dû être. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas exigé. Tu as agi. Tu as changé les choses en silence. Et c'est ce que je respecte le plus. » Elle sentit un frisson monter en elle. Elle avait attendu longtemps une forme de reconnaissance. Elle l'avait imaginée 1000 fois, redoutée tout autant. Mais ce qu'elle recevait en cet instant n'était pas une approbation. C'était bien plus rare, de la fierté. Et elle n'avait pas eu besoin de l'arracher. Elle l'avait mérité. Ils reprirent leur marche. Devant eux, le drapeau discret de la maison du bois flottait sur la façade de la boutique, la même vitrine où, des mois plus tôt, Clémence avait été ignorée, humiliée, niée. Cette vitrine affichait aujourd'hui un slogan nouveau, né de la charte interne adoptée dans toute la zone Asie, « L'élégance commence par l'écoute ». À l'intérieur, des employés souriaient aux clients sans distinction. Un jeune homme, en jean et pull simple, recevait les mêmes attentions qu'un couple richement habillé. Hannel, désormais officiellement en poste comme manager adjointe, passait d'un vendeur à l'autre avec douceur et fermeté. Elle portait une broche en forme de feuille de ginkgo, offerte par Clémence le jour de sa promotion, en symbole de résilience. Clémence s'arrêta devant la porte. Elle n'entra pas. Elle regarda seulement. Elle n'avait pas besoin d'y être pour savoir que tout se passait comme prévu. Elle savait que l'esprit de ce lieu avait changé pour de bon, pas à cause de son nom, mais grâce à ses actes. Alain lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit sans empressement. À l'intérieur, un document officiel. Nomination permanente, comme directrice de la stratégie internationale pour l'Asie-Pacifique. Pas un geste symbolique, un vrai mandat avec pouvoir décisionnel total. Elle leva les yeux vers lui. « Tu es sûr ?» Il répondit simplement « Je n'ai jamais été aussi sûr d'un choix. » Elle ne sourit pas. Elle hocha la tête, comme elle l'avait fait la première fois qu'elle était entrée dans cette boutique, incognito en tant que cliente invisible. Mais cette fois, elle n'était plus invisible. Ils reprirent leur marche, lentement. Les passants continuaient de les croiser sans les reconnaître. Et cela leur allait très bien. L'impact le plus profond n'était jamais celui qu'on voyait. Il était dans les détails, les décisions silencieuses, les gestes que l'on posait quand personne ne regarde. Clémence avait bâti quelque chose de nouveau sans jamais hausser la voix, et dans ce silence, elle avait trouvé non seulement sa place, mais aussi la fierté d'un père. Et cette fois, elle savait qu'elle n'aurait plus jamais besoin de se faire petite pour être entendue.